tous, merci d'être venus. Je suis ravi de vous accueillir ici pour la première conférence du Jardin de l'année 2023. Donc, cette conférence va s'intéresser au thème de la révolte dans l'œuvre de Camus, donc thème qui est à certains égards assez actuel, finalement. On va chercher à montrer en quoi ce thème est utile et intéressant pour penser le monde d'aujourd'hui. Avant de commencer cette conférence, j'aimerais présenter notre invité, Ossine Rally, de manière succincte. Donc, vous avez été agrégé de philosophie en 2016, si je ne me trompe pas. Vous avez également été formé à Sciences Po Paris à l'INALCO, en relations internationales et en affaires publiques. En parallèle de vos enseignements de philosophie au lycée Albert Camus de Bois-Colombes. Tout à fait. Dans le thème. Vous avez également un intérêt pour les affaires publiques et vous avez travaillé dans différents ministères et ambassades. Vous êtes également passionné par l'écriture, en témoigne notamment votre prix en poésie arabe, décerné par le Centre culturel égyptien. Tout à fait. Et vous publiez différents articles dans de nombreuses revues. On va donc commencer par une petite mise en bouche dans la pensée de Camus. Alors, Camus est un penseur de l'engagement, de l'action contre le renoncement. Il a notamment vécu une époque extrêmement troublée en Algérie, qu'il a déchirée intérieurement entre colons et Algériens. Par certains égards, notre époque actuelle peut rappeler les temps troublés qu'a vécu Camus. En particulier au regard des mouvements radicaux tels les populismes, les mouvements réactionnaires, le cancel culture et l'antiracisme. Pensez-vous que Camus est un penseur encore actuel ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, moi-même, je vous remercie de cette occasion de parler de Camus et d'actualiser un petit peu sa pensée, puisque on y reviendra sans doute, mais Camus a été quelque peu, je dirais, ostracisé dans les années 60-70, et maintenant il revient au bout du jour. Et je trouve d'ailleurs heureux que ce soit une association qui s'appelle Le Jardin, qui reçoive, qui nous permet de parler de Camus, puisque Le Jardin renvoie à l'épicurisme, à une doctrine de l'hédonisme mesuré, et plaisir et mesure sont deux concepts camusiens. Alors, pour répondre à votre question, oui, tout à fait. Camus est un penseur de l'engagement, et même au-delà de son œuvre, si on analyse sa vie, Camus s'est battu pour plusieurs causes. Déjà, en Algérie, dans les années 30, il s'est battu contre le franquisme, il a dénoncé le franquisme, il a défendu la République espagnole, notamment dans diverses pièces de théâtre, Révolte de l'Asturie ou dans divers textes. Il a bien sûr défendu les indigènes à la fin des années 30 dans Alger républicain, une série d'articles qui s'intitule Misère de la Kabylie. Il s'est engagé aussi dans la résistance contre l'occupant allemand en France, et puis il a eu des prises de position somme toute contestées et qui lui ont valu une forme d'ostracisme à la fin des années 50 pendant la guerre d'Algérie. Alors oui, à mon sens, Camus c'est quelqu'un qui s'engage mais qui est pour un engagement mesuré. Je m'explique. Dans les mouvements que vous avez mentionnés, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, je pense que Camus dénoncerait, s'il est encore en vie, d'une part une culture du ressentiment. Il ne faut pas oublier que Camus est l'héritier de Nietzsche, et Nietzsche est un penseur qui s'oppose au ressentiment. Qu'est-ce que c'est que le ressentiment ? Le ressentiment, c'est le fait de continuer au fond à souffrir, à ressentir une tristesse à la suite de torts qu'on aurait subis par le passé. Et Camus prône une forme de pardon et de oui affirmatif dans ses engagements et refuse la vengeance, que ça soit après la Seconde Guerre mondiale, c'est celui qui écrit des lettres à un ami allemand, donc qui refuse la haine, le ressentiment à l'égard de l'Allemagne, qui est pour le pardon, et pendant la guerre d'Algérie, il essaiera d'éviter la spirale du ressentiment, la spirale de la violence entre pieds noirs et entre indigènes. Et il me semble que dans le populisme, il y a une culture du ressentiment où il s'agit d'exacerber la haine et d'entretenir un rapport de défiance perpétuelle, soit à l'égard des minorités, ce qui est de l'extrême droite, soit à l'égard, pour le dire rapidement, du vieil homme blanc pour ce qui est de l'extrême gauche. Donc d'une part, il me semble qu'il y a ce motif-là chez Camus qui est intéressant. Et le deuxième motif, Camus se méfie des abstractions. Il se méfie du populisme, je pense, parce qu'il se méfie des idéologies qui s'expriment au nom du peuple avec un grand P. Et c'est ce que faisaient notamment Sartre, ou Beauvoir, ou les communistes qui lui étaient contemporains. Camus, c'est quelqu'un qui se méfie des hypostases, de ces abstractions. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un
qui vous parle au nom du peuple, vous êtes obligé de lui rendre les armes, vous êtes obligé de lui donner raison, vous êtes obligé, ma foi, de lui donner quitus. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à s'ériger en seul sectateur, en seul turiféraire, en seul protecteur du peuple, eh bien la fin justifie les moyens. Or, chez Camus, il y a un refus de cette, je dirais, hégémonie, de cette captation du peuple au nom d'un doute permanent. Et dans le populisme, il y a une forme d'arrogance, il y a une forme de certitude d'avoir raison que je crois il trouverait, que ce soit à l'époque avec le communisme ou aujourd'hui, mortifère. Et selon vous, par quels moyens Camus cherche justement à dénoncer cette violence des mouvements totalitaires? Par une description, par une attaque directe? Alors, le concept qu'il promeut souvent pour lutter contre ça, c'est le concept de révolte. Et ce concept de révolte s'oppose à un concept de révolution qu'on a souvent dans les populismes. En effet, pour Camus, si vous voulez, avant l'histoire, c'est une phrase qu'il répète souvent, avant l'histoire, il y a la nature. Hein, avant le logos, il y a le cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que quand vous vous révoltez, derrière le non que vous opposez à la révolte, cela suppose un oui. C'est-à-dire que quand vous vous révoltez à un moment donné, cela suppose implicitement que vous aviez accepté ce qui s'était passé avant. Donc vous acceptez une forme de base commune, de dialogue avec votre interlocuteur. Vous ne le niez pas en bloc. Et il me semble que le concept que promeut Camus pour éviter cette dérive dont vous parlez, c'est le concept de révolte qui suppose une mesure dans les revendications de la personne qui se sent victime. Donc je dirais qu'au fond, ce que promeut Camus, c'est une éthique du dialogue qui permet d'éviter le dogmatisme et qui permet d'éviter, ma foi, l'ostracisme qui est la tentation de toute personne qui se sent victime, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Justement, concernant les idéologies, Camus a eu un contact auprès de la misère et on pourrait se demander en quoi son expérience est-elle primaire dans le développement de sa pensée mesurée et qui nous pousse à privilégier l'amour, l'humanité et à se méfier des idéologies. Oui, vous avez absolument raison de parler de cela. Son expérience de la pauvreté est essentielle. Elle est essentielle, je crois, à plusieurs égards. Tout d'abord, Camus, c'est quelqu'un qui grandit dans le silence. Pourquoi? Parce que sa mère est illettrée, sa mère est sourde-muette, son oncle est sourd-muet, son père est absent. Il y a une photo du père dans l'appartement, mais il est absent parce qu'il meurt en 1914. Camus naît le 7 novembre 1913. Donc c'est quelqu'un qui connaît une forme de silence et qui, je crois, toute sa vie se méfiera du langage. Il se méfie des idées abstraites que porte le langage et il sait que derrière le langage, il y a une vérité antéprédicative, une vérité supérieure aux idées, qui est celle de l'amour et qui est celle notamment de sa mère qui lui a conféré une forme d'amour, une forme de tendresse malgré son illettrisme. Donc je dirais qu'il se méfie du caractère verbeux des idéologies. Ensuite, c'est quelqu'un, vous avez parlé de misère. Moi, je me permettrai de récuser ce terme parce qu'il dit souvent que le soleil algérien l'a préservé de la misère. Il fait une distinction entre la misère et la pauvreté, dans la mesure où la pauvreté, c'est un état, je dirais, objectif d'inégalité sociale par rapport à quelqu'un. Tandis que la misère, c'est plutôt un sentiment en première personne de souffrance par rapport à cet état. Et il fait l'éloge de son enfance, il fait l'éloge de son adolescence, malgré cette pauvreté. Donc, il a tendance à récuser cette misère parce qu'il voit dans la misère la racine du ressentiment, contrairement à la pauvreté. Deuxième point, c'est quelqu'un qui a souffert de la tuberculose à 18 ans. Il a été diagnostiqué assez jeune et il a vu ça comme une sorte d'épée de Damoclès. Et cette tuberculose, qui est la conséquence de sa pauvreté, des conditions sordides dans lesquelles il a grandi, eh bien, lui a donné cette passion, cette soif de vivre, qu'il a là encore guéri contre tout accès de mélancolie qui pourrait l'entraîner dans des cercles, je dirais, dangereux, sinon nauséabonds. Et c'était assez important pour lui aussi, je crois, et j'y pense, dans sa relation avec l'intelligentsia parisienne, puisqu'au fond, Sartre ou Beauvoir étaient des intellectuels qui venaient de la bourgeoisie, et donc ils ne connaissaient pas, au fond, les ouvriers. Et donc ils avaient tendance un peu à mythifier le peuple,
à en faire une abstraction dans le ciel des idées, tandis que Camus parle souvent des pieds noirs. Alors à l'époque, on disait les Algériens. Il dit souvent aux Algériens les miens. Je connais les miens. C'est une phrase qu'il a souvent répétée pendant la guerre d'Algérie. Et donc, il se méfie au fond des tendances qu'a l'intelligentsia de Saint-Germain-des-Prés de l'époque, et qui sait peut-être encore aujourd'hui, à parler au nom d'un peuple qu'elle ignore. J'aimerais revenir rapidement sur la temporalité de la révolte dans la vie de Camus et dans son œuvre. Alors, très souvent, on dit en cours de philo, c'est plus ou moins vrai, ça fait parfois un peu débat, d'abord vient l'absurde, ensuite la révolte, puis ça finit par l'amour. Et la révolte, telle que l'a définie Camus notamment dans L'homme révolté, se fait par cette phrase: la révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition, est la création tout entière. Elle apparaît donc individuelle et semble faire suite à l'absurde. Est-ce que c'est réellement le cas dans la pensée de Camus, ou est-ce qu'on pourrait justement aller contre cette idée? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, la révolte est déjà présente dans ce qu'on appelle le cycle de l'absurde, et la première fois que Camus parle de révolte, c'est dans le mythe de Sisyphe. La révolte, pour Camus, c'est la conséquence de l'absurde. Je rappelle rapidement ce qu'est l'absurde. Camus définit l'absurde comme cette relation qu'il y a entre, d'une part, l'homme qui a une demande de sens à l'égard du monde. L'homme se demande pourquoi est-ce qu'il existe, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde, qu'est-ce que c'est que cette sinistre affaire, cette ténébreuse affaire qu'est l'existence humaine. Et d'autre part, le silence déraisonnable du monde. C'est-à-dire que vous avez beau vivre des drames, souvent le monde s'en fout, et souvent vous êtes seul avec vos problèmes. Donc cette expérience qu'au fond, nous tous, nous sommes amenés à faire au moins une fois dans notre vie, constitue l'absurde. Et il s'agit toujours d'être fidèle à ce premier sentiment que nous avons. Et la conséquence que Camus tire de cet absurde, c'est la révolte. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a admis qu'il n'y avait pas de sens immanent au monde, à partir du moment où on a admis que ce monde était absurde, alors il y a une contingence de ce qu'est ce monde. C'est-à-dire que ce monde aurait pu être autrement que ce qu'il est. Et donc, il nous appartient tout entier d'exercer notre liberté et de le modifier. Donc en cela, la révolte est la conséquence de l'absurde. Cependant, cette révolte-là, elle ne doit pas, elle doit se gendarmer contre toute tentation d'apposer ce sens-là de manière absolue. C'est-à-dire que le sens que je vais donner à la vie pour en faire ma vie ne sera jamais un sens objectif. Et en cela, il se méfie de ceux qui confondent révolte et révolution et qui voient un sens immanent au monde, que ce soit les fascistes ou que ce soit les communistes. D'accord, c'est donc cela ce que Camus appelle l'intransigeance, je crois. C'est ça, oui. L'exténuante intransigeance de la mesure. Merci. Alors, on va aussi revenir sur notre citation du siècle de la peur. Nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir absolument raison. Alors, à cet égard, Camus s'est fait beaucoup d'ennemis, en particulier notamment Sartre et Merleau-Ponty, notamment sur le sujet du colonialisme. En quel sens on pourrait réinterpréter ce que Camus appelle la pensée du midi au niveau de la mesure et justement de la solidarité de Camus à l'égard du genre humain? Alors, je réagis à cette citation, nous étouffons parmi les gens qui pensent avoir absolument raison. En effet, Camus a beaucoup étouffé, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que Camus a été victime d'ostracisme à plusieurs moments de sa vie. Je vais en citer comme ça 3. Tout d'abord, sous l'Algérie française, pendant les années 30, Camus a dû s'exiler. Il était au chômage, il a été blacklisté, si j'ose dire, par la bonne société algéroise. Pourquoi? Parce qu'il a défendu les indigènes contre le Parti communiste algérien de l'époque. Camus avait adhéré au Parti communiste algérien et était exclu en raison de cette défense des indigènes. Et puis, la municipalité d'Alger l'avait aussi dans le collimateur. Il a vécu ce ostracisme-là dès les années 30. Il le vivra, comme vous l'avez dit, dans les années 50, lors de sa controverse avec Sartre et Janson à propos du goulag. Camus dénonce le goulag dans L'homme révolté, et Sartre lui dit, mais enfin, si tu dénonces le goulag, eh bien, tu fais le jeu des capitalistes et tu fais le jeu des États-Unis dans cette guerre froide entre États-Unis et URSS.
Enfin, il sera ostracisé une troisième fois pendant la guerre d'Algérie. Vous connaissez sans doute cette citation de Camus qu'il prononce en 1957 à Stockholm, lorsqu'un étudiant membre du FLN l'interpelle. Il lui dit, cet étudiant lui dit, mais pourquoi est-ce que vous parlez tout le temps de l'URSS et peu au fond de l'Algérie? Et Camus dit, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Ce qui lui a valu, je dirais, un tombereau d'insultes de la part du monde intellectuel parisien d'alors. Alors, pour répondre à votre question, je pense que là où on voit un humanisme au fond de Camus, c'est que Camus est un auteur de la compréhension. Camus est un auteur qui essaye toujours de se mettre à la place de ceux vis-à-vis de qui il parle, de ceux qui pourraient être ses possibles adversaires. Il y a une phrase comme ça qui me vient de Camus. Camus dit la polémique a une tendance à la simplification. Et au fond, quand on s'engage dans un débat, quel qu'il soit, on a souvent tendance à le transformer en combat, on a souvent tendance à diaboliser autrui. C'est ce qu'on appelle l'argument de l'homme de paille. C'est quand on prête à autrui des pensées qu'il n'a pas pour mieux le vaincre. Et au fond, je pense que chez Camus, il y a une forme il y a un principe de charité, il y a un principe au fond d'amour qui consiste à toujours essayer de comprendre la position d'autrui et toujours se méfier d'un accès de dogmatisme qui, je crois, nous guette tous. Merci. Justement, pour continuer, j'aimerais aussi reprendre une phrase. Alors c'est... On n'a pas dû le mettre. Excusez-nous. C'est j'ai l'horreur de ceux dont les paroles vont plus loin que les actes. Donc dans cette phrase, Camus rappelle son combat contre les idéologies, les dogmes, les systèmes philosophiques qui peuvent conduire à justement légitimer la violence et notamment à justifier le meurtre. Et comment convaincre de la nécessité de penser l'homme avant l'idéologie, comme le défend Camus, dans notre conception de la justice? Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler que Camus s'est opposé régulièrement au meurtre au nom de la justice. Il l'a fait à plusieurs égards. Il l'a fait notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a dénoncé, alors, après coup, je veux dire c'est après coup, mais il a dénoncé après coup l'épuration. Vous savez qu'il y a à peu près 8000 collaborateurs qui ont été exécutés en 1945, et Sartre notamment avait appelé à avoir la main lourde, même si Sartre avait collaboré lui-même, mais c'est une autre affaire. Et Camus, après coup, reconnaîtra avoir eu tort d'avoir appelé au meurtre. Il y a une controverse à laquelle je vous renvoie avec François Mauriac, qui est assez significative à cet égard, où Mauriac, écrivain catholique, prône la charité, là où Camus, qui a combattu ses propres mains, prône un temps la vengeance, et puis revient sur ses pas, ce qui montre que Camus sait reconnaître ses torts. Et puis le deuxième moment, c'est bien sûr pendant la guerre d'Algérie, lorsqu'il reproche les attentats aveugles du FLN en 57-58 à Alger, qui font ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Il y a aussi un autre type de meurtre que refuse Camus, si j'ose dire le meurtre par Dieu, c'est-à-dire au fond l'autorisation, la légitimation de la souffrance humaine au nom d'une justice divine. L'idée qu'au fond, nous serions dans une antichambre avant le paradis céleste et que les souffrances sur terre seraient exigées par Dieu et qu'elles seraient solubles au fond dans une justice divine. Et ce genre aussi de mort injuste, eh bien Camus la dénonce. Et pour répondre à votre question, il y a une phrase de Camus dans L'Homme révolté qui, je pense, répond à cela et sert d'antidote à tout excès de violence. C'est lorsqu'il dit que ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, mais c'est les moyens qui justifient la fin. Et cela, c'est, ma foi, fort intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée que si vous commencez à justifier les moyens par la fin est corrompue par ces mêmes moyens. Et que ce soit dans la pièce de théâtre, par exemple, Les Justes, vous savez, qui raconte des socialistes révolutionnaires qui envisagent de jeter une bombe dans la calèche d'un aristocrate russe. Ils se rendent compte d'un moment qu'il y a des enfants, et ils se rendent compte simplement que s'ils tuent les enfants, le neveu et la nièce du grand-duc Serge, eh bien, à ce moment-là, leur idéal est corrompu par les moyens même qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre pour accéder à cet idéal. Donc il y a ce balancement entre moyens et fins qu'on retrouve chez Camus dans ce qu'il appelle la pensée de midi, et qui est un antidote contre l'accès qui est inhérent à toute révolution, à savoir l'accès meurtrier. Vous connaissez cet adage, la révolution dévore ses propres enfants. Si je prends l'exemple de la Révolution française, qui est matricielle pour notre République, Vergniaud a été
assassiné en un sens par Danton, qui était assassiné par Robespierre, qui lui-même a été guillotiné. Donc il y a ce cycle éternel de la violence auquel il faut mettre fin et auquel la révolte permet de mettre fin. On va ensuite revenir sur peut-être une autre citation. Je me révolte, donc nous sommes. Alors, à première vue, ça semble être un petit pied de nez à Descartes. Absolument. Paraît-il que Camus n'était pas trop cartésien. Oui. Dans un certain sens, ça met aussi en lumière le collectif et aussi un point assez essentiel, notamment chez Camus, le fait que dans le geste de révolte, qui est d'un point de vue individuel, il y a un mouvement de l'individu vers le collectif qui passe en partie donc, par la mesure et par la sensibilité qu'on a à l'égard d'autrui, et en particulier à l'égard de sa souffrance. Ouais. C'est notamment un point assez important dans La Peste, qui Absolument. assez bien avec le révolté. Notamment, on voit notamment la souffrance d'un enfant, justement. Le petit Philippe, qui est le fils du juge Otto. Ouais, tout à fait. Justement, qui vont notamment au père Paneloux, en quoi justement la peste est injustifiable, Ouais. et donc que la révolte est nécessaire. Est-ce que selon vous, quel sens pourrait-on donner à ce geste de l'individu au collectif Si on reprend cette citation assez amusante, parce qu'on sent le sujet de dissert de philo, hein, on sent l'élève de terminale qui a bûché 4 heures, c'est du bon ça, quoi. C'est du bon sujet, hein. Je me révolte donc nous sommes. Et c'est d'autant plus étonnant qu'au fond, vous l'avez très bien dit, Camus n'est pas vraiment cartésien, c'est la seule fois d'ailleurs dans le corpus, je crois, où il cite Descartes. Mais on retrouve au fond dans l'œuvre de Camus la même démarche que Descartes. Au fond, qu'est-ce que c'est que Descartes? Qu'est-ce que sont les méditations métaphysiques? C'est l'Odyssée de la conscience. Hein. C'est Descartes qui exclut le monde, revient en lui-même, il doute de tout, il doute des vérités mathématiques, il doute de ses propres préjugés, il doute de l'existence de Dieu, il fait le vide, il découvre qu'il existe, cogito ergo sum, et puis ensuite il redécouvre le monde, il démontre l'existence des vérités, l'existence de Dieu, l'existence du monde extérieur. Et c'est le même mouvement qu'on a dans l'œuvre de Camus. Sans aller jusqu'aux idées, on viendra aux idées, mais si on reprend l'œuvre, tous les romans de Camus, toutes les nouvelles de Camus sont à la première personne. Meursault, dans L'étranger, s'exprime à la première personne, et vous avez parlé de La Peste, on a le journal de bord du docteur Rieux. Donc on est toujours dans le flux de conscience, au fond, des personnages, et il n'y a de vérité que subjective. Mais la subjectivité, pour Camus, n'est pas le subjectivisme. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dois en revenir à ma propre conscience pour valider certaines formes de vérité que ces vérités me sont relatives. Et toute la magie de Camus, et c'est au fond le geste de Descartes, mais c'est aussi le geste de Sartre. Sartre, c'est celui qui dit que je découvre en moi-même l'universel. Lorsque je me choisis, dit Sartre, je choisis l'universel. Donc on a aussi ce même mouvement chez Sartre, sauf que Sartre trahira, selon Camus, ce mouvement dans les années 50, parce qu'il adhérera, parce qu'il sera compagnon de route du Parti communiste. Et on retrouve ce même mouvement, à savoir, c'est à partir de ma subjectivité que je découvre le collectif. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ma subjectivité que j'arrive à saisir la passion, le vécu de conscience, dont je me rends compte qu'il est partagé, au fond, par tout le monde. Je me rends compte que je suis un parmi les autres. Et quand on analyse cette citation, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas « je me révolte, donc ils sont », ou « je me révolte, donc le peuple est », ce qui serait une phrase peut-être sartrienne. Mais c'est « je me révolte, donc nous sommes ». Donc on sent un pluralisme, un respect de la pluralité, de la singularité des individus, malgré ce collectif. Tout au long de son œuvre, Camus s'attache notamment à dire que rien ne justifie le meurtre d'un innocent. Et un choix qui est quand même assez étonnant, c'est le mot innocent plutôt que victime. C'est que, en un certain sens, il y a dans le mouvement de révolte, il puisse y avoir de la violence. Camus cherche presque systématiquement en fait, à montrer la violence à laquelle autrui peut faire face, pour justement nous rendre proches de ce dernier. Et c'est justement quelque chose qui interroge, puisque on se demande, dans ce cas-là, si la révolte vient nécessairement amener de la violence, pourquoi se révolter, comment faire, que faire, demande à Lénine, si justement la souffrance est inhérente à toute révolte. Alors,
c'est une très bonne question parce qu'on a souvent accusé Camus au fond d'être un conservateur, c'est-à-dire à quoi bon se plonger dans le monde si à chaque fois il s'agit d'avoir les mains sales. Vous connaissez la phrase de Peggy à propos de Kant, hein, Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains. On pourrait retourner cette phrase, Sartre aurait pu, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, enfin, Sartre c'est l'auteur des mains sales, Sartre aurait pu retourner cette phrase contre Camus. Il me semble déjà que Camus est pour le combat armé entre deux armées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Camus dit qu'il est légitime de tuer des soldats allemands. Quand on nous attaque, on doit être défendu. Camus n'est pas non plus un iréniste ou un pacifiste total. Il est pour s'engager en faveur de la République espagnole qui est menacée par le franquisme, par Franco, mais aussi par Hitler et par Mussolini qui prête main forte en ce temps-là à Franco. Donc voilà. Camus n'est pas un béni Louis, je dirais, ou un ravi de la crèche. Mais ce qui est certain, c'est que l'engagement de la violence, pour Camus, ne doit jamais être aveugle. Je crois que c'est pour ça qu'il condamne le terrorisme. Pourquoi? Parce que, au fond, si on devait, comme ça, définir rapidement le terrorisme, il s'agit du meurtre aveugle de civils. Or, on peut très bien engager un combat violent tout en choisissant ses cibles, donc, en choisissant des cibles coupables, c'est-à-dire qui représentent l'armée ou qui représentent la police, et qui, je dirais, ferait l'économie des vies innocentes. C'est ce qu'il fera notamment en 1956, le 22 janvier 1956, Camus fait un appel à la trêve civile à Alger, où il interpelle à la fois le FLN et l'armée française, afin qu'ils évitent les victimes, afin qu'ils évitent les innocents, afin qu'ils évitent de tuer des civils. Le FLN par ses bombes et l'armée française par ses représailles qui font ce qu'on appelle des bavures. Donc il y a l'idée de protéger des civils, et on peut très bien ne pas attaquer des civils tout en étant dans une violence justifiée. Et d'autre part, ce qui est dangereux dans le terrorisme, c'est qu'au fond, vous n'avez jamais affaire à un visage. Vous ne savez pas qui a posé la bombe, et quand vous posez une bombe, vous ne savez pas qui va la recevoir. Et il y a une lâcheté, si vous voulez, qui est inhérente pour Camus au terrorisme, dans la mesure où il n'y a pas ce face-à-face, ce visage contre visage qu'il y a à la guerre. Et d'ailleurs, quand Camus dit cela, je pense qu'il fait implicitement, j'y pense comme ça, mais il fait référence aussi à son propre père, parce que son père est mort au fond de manière assez absurde. Il est mort à la guerre en septembre 14, peut-être qu'il n'a pas vu un seul ennemi, on sait tous que la Grande Guerre est une guerre absurde, 25% des soldats français sont morts sans avoir vu l'ennemi. Et au fond, le combat, fut-il violent et légitime, dans la mesure même où il y a cette assomption, je dirais, de la subjectivité, où on admet le fait qu'on soit face à face. Et c'est ce que ne permet pas le terrorisme, et c'est en cela que, pour Camus, non seulement il trahit l'idéal de justice, mais en plus il est abject en tant qu'il est lâche. Est-ce qu'il y aurait un moyen de revenir à l'innocence et à la responsabilité du révolté après avoir commis un meurtre? Alors, est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre question? Qu'est-ce que vous entendez par l'innocence du révolté? Au sens de, est-ce qu'on pourrait être révolté et tout de même innocent? Oui, dans le sens qu'après avoir commis un meurtre, si on prend conscience d'avoir porté atteinte justement à l'innocence de la personne en face, est-ce qu'il y a la possibilité de revenir à sa propre responsabilité? Je pense que pour Camus, l'innocence, quand il parle d'innocence, il ne parle que de l'innocence du monde. C'est-à-dire que pour Camus, seul le monde est innocent, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le monde n'a pas de sens, donc il n'est ni juste ni injuste. D'ailleurs, c'est une notion nietzschéenne. Vous savez, Nietzsche défendait la mort fati, l'amour du destin, c'est-à-dire qu'il faut éviter de plaquer son propre malheur sur le monde en le rendant responsable. Mais cependant, pour Camus, il n'y a pas d'innocence totale de l'homme. À la limite, il y a peut-être une innocence de l'enfant, puisque l'enfant, par définition, ne s'est pas engagé dans le monde, donc il n'y a pas eu le temps de commettre des crimes, de faire des bêtises. Mais l'adulte lui-même, à partir du moment où il est dans le monde, il est responsable. Et à partir du moment où il est responsable, il a mis un pied sur la terre de la culpabilité. C'est ce que dit Camus dans le chapitre de la pensée de midi au sein de l'homme révolté. Il dit à un moment, il y a ce paradoxe, à savoir que dès qu'on est en vie, dès qu'un adulte vit ou fait le choix de ne pas se tuer, simplement de rester en vie, à partir de ce moment-là, il endosse la responsabilité
du monde, dans la mesure où ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Qui est d'ailleurs une phrase également sartrienne. Donc il y a cette idée chez Camus qu'on peut souffrir des drames qui nous sont épargnés, et on est toujours responsable dans son époque, on est toujours engagé dans son époque, et donc en cela, on n'est pas nécessairement coupable, mais en tout cas, on n'est jamais totalement innocent. Il y a cette perte de l'innocence. Camus est l'auteur, comme vous le savez, de La Chute. Ce récit qui paraît en 1956, La Chute, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois la chute du paradis céleste, c'est la chute édénique, mais c'est aussi un sentiment que Camus a eu de culpabilité vis-à-vis de sa compagne, puisque sa compagne a fait plusieurs tentatives de suicide liées au caractère, je dirais, pluriel des engagements amoureux de Camus. Et donc, Camus était quelqu'un qui disait, notamment dans des entretiens radio, qu'il n'était pas pleinement innocent et qu'il ne saurait pas accepter l'étiquette de saint. Donc, en cela, je pense que Camus dirait qu'on a tous en nous une part de responsabilité, mais qui ne rime pas nécessairement avec la culpabilité. J'aimerais revenir à l'histoire des Justes. Donc, Kaliaïev revendique les principes humanistes, les liens amicaux, fraternels qui l'unissent aux autres. Il dit moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. Et Stéphane, à l'inverse, ne partage pas cette imagination de la mort des autres et cultive un goût de l'absolu qui peut justement l'entraîner à commettre un meurtre. Est-ce que l'imagination est pour Camus une des solutions pour contrer ce détachement meurtrier et cet appel de l'absolu qui veut justifier le meurtre? Alors c'est absolument le cas dans Les Justes. Kaliaïev, d'ailleurs qui est inspiré d'un personnage réel, Kaliaïev refuse de jeter la bombe à partir du moment où il s'imagine, comme vous dites, qu'il y a deux enfants. Il se rend compte, au fond, du caractère ignoble de cet acte à partir du moment où il a cette image-là. Et Camus, dans ses carnets de jeunesse, écrit on ne pense que par image. Et il disait aussi cette phrase si tu veux faire de la philosophie, écris des romans. Donc il y a cette idée chez Camus qu'au fond, la meilleure manière d'exprimer une idée, c'est de l'imager. Soit par le théâtre, soit par la nouvelle, soit par le roman. Camus ne s'est pas essayé au cinéma. Cependant, plus que l'imagination, je parlerais moi plutôt de compréhension, dans la mesure où il y a un risque dans l'imagination à concevoir des chimères. C'est-à-dire qu'au fond, l'imagination risque aussi de penser un paradis sur Terre. Vous pouvez très bien imaginer une utopie. Vous pouvez très bien imaginer une utopie communiste, une utopie fasciste. Et dans la philosophie, d'ailleurs, depuis Platon, mais aussi chez Descartes, on récuse les pouvoirs dangereux de l'imagination. Donc moi, plutôt qu'imaginer, je parlerais plutôt de compréhension, ne serait-ce que parce que le verbe comprendre revient souvent dans l'œuvre de Camus. Si vous reprenez L'étranger, je peux que vous inviter à lire ou relire L'étranger, ça se lit très vite. On a souvent le verbe comprendre, il revient souvent, il revient même quasiment à tous les chapitres. Pourquoi? Parce que comprendre, c'est savoir se mettre à la place d'autrui. Là où expliquer, c'est simplement rendre raison du mécanisme qui a fait qu'un acte a été commis. Et au fond, à partir du moment où vous commencez à comprendre, vous êtes dans la possibilité de pardonner, vous êtes dans la possibilité d'avoir toutes les cartes en main pour délibérer de la même manière, alors que lorsque vous êtes seulement dans l'expliquer, il y a ce risque, au fond, d'être partiel ou d'être ressentimenteux. Moi, je pense par exemple à ce personnage dans L'étranger de Salamano. Vous savez, Salamano, c'est ce vieux monsieur qui pointe son chien malade et qui lui donne des coups de pied en permanence. Et à un moment, il perd son chien, et on se rend compte qu'au fond, ce personnage qui pouvait nous sembler antipathique, qui maltraitait son épagnol, au fond est un brave homme et qui ne peut pas vivre sans son brave chien. Et c'est ce même Salamano qui dira lors du procès de Meursault, il faut comprendre. Il faut comprendre. Et il y a cette phrase que je trouve magnifique et qui est, à mon humble avis, la plus belle phrase de L'étranger. Le narrateur dit, Salamano dit, il faut comprendre, mais personne n'avait l'air de comprendre. Et tout de suite, on réduit Salamano au silence. Donc il y a cette idée qu'au fond, c'est la compréhension qui permet d'éclaircir toute la complexité qu'il y a derrière un acte ou derrière celui qu'on accuse d'adversité, qu'on accuse d'être l'ennemi, et qui permet de rester fidèle à cet idéal qui est celui de justice.
Et enfin, j'aimerais revenir sur les positions divergentes de Sartre et Camus. Le climat aujourd'hui d'intransigeance et de radicalisation qu'on peut observer ne serait-elle pas, dans un sens, la victoire posthume de Sartre sur Camus? Alors, c'est un peu complexe parce que c'est vrai que notre époque se caractérise par une radicalisation des idées, par une radicalisation politique. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, on considère souvent que Sartre s'est trompé politiquement, tandis que Camus a eu raison peut-être trop tôt. Mais pour répondre à votre question, oui, au fond, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, hein, que ce soit les populismes d'extrême droite ou les populismes d'extrême gauche, il y a cette tendance à absolutiser l'autre et à en faire un ennemi total. Et donc, il y a une tendance au dogmatisme qui, je crois, se manifeste aussi, pas seulement pour des raisons politiques, qui se manifesteraient dans l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais aussi par des raisons technologiques. Hein, à savoir qu'à notre époque, les réseaux sociaux favorisent cela dans la mesure où les réseaux sociaux favorisent une culture du clash, dans la mesure où, en général, on suit des personnes, on est amis avec des personnes qui nous ressemblent, où la fausse information circule plus vite que la vraie, où on a tendance à simplifier la pensée, que ce soit par le nombre de caractères limités que compose un message ou par les images qui circulent. Et déjà Camus, alors à l'époque de Camus, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais déjà à l'époque de Camus, il y avait des médias, que ce soit la radio, que ce soit la revue, hein, les temps modernes, que ce soit les journaux, qui déjà réduisaient sa pensée et le faisaient prendre dans des... cornériser, je dirais, dans des polémiques qu'il n'avait pas choisies. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de cette citation entre la justice et ma mère, je choisirais ma mère. Typiquement, c'est quelque chose d'assez actuel. Aujourd'hui, on a souvent tendance sur Internet à isoler une phrase et à la faire tourner sans réfléchir au contexte dans lequel elle a émergé. Enfin, c'est quelque chose de très connu et je pense qu'on l'a tous vu sur les réseaux sociaux. Et Camus en avait été en lui-même victime. Donc je dirais que c'est à la fois une tendance artrienne que cette radicalisation, vous avez raison, c'est à la fois aussi une tendance technique que n'avait pas forcément anticipé Sartre et Camus, même si Camus était un auteur qui pensait contre la technique. Enfin, Camus s'est beaucoup méfié de la technologie, s'est beaucoup méfié de la technique, il a des textes assez durs sur le règne de la machine qui déshumanise la société, tandis que chez Sartre, il y a une sorte de prométhéisme, hein, c'est son marxisme, il y a une sorte de confiance dans le règne de la machine, dans la technique. Mais je suis assez, peut-être que j'ai tort, mais je suis assez optimiste, en tout cas sur la vigilance de certains contemporains à parer contre ces excès. Et je pense que Camus est en un sens toujours vivant. Je vais revenir sur un petit point assez intéressant de votre analyse des réseaux sociaux. Camus dénonçait dans de nombreux écrits ce qu'il appelait la violence confortable, c'est-à-dire notamment ce qu'a fait en partie Sartre, notamment dans la préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, où justement il mêle justement logique et meurtre en essentialisant justement l'ennemi qu'est le colon et en appelant à son meurtre. C'est l'idée d'opérer une distanciation avec autrui et notamment d'appeler à son meurtre. Et on résout cela à une logique dans un combat beaucoup plus large qu'on peut en effet percevoir sur les réseaux sociaux dans la mesure où vous percevez certes autrui en tant qu'il est proche de vous par l'image, par ses publications, mais néanmoins il est distant de vous dans la mesure où vous ne faites pas face à lui physiquement. C'est tout le paradoxe des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont censés rapprocher les gens, et comme je le disais tout à l'heure, souvent on est dans des bulles communautaires, et souvent on a tendance à penser avec soi-même et pas contre soi-même, dans la mesure où le flux d'informations qui nous parvient nous conforte souvent dans nos idées. Et comme je le disais, il y a des études qui ont montré que la fausse information circule en général 6 fois plus vite que la vraie information sur les réseaux sociaux. Et ce que vous dites est assez intéressant sur le fait qu'on n'a pas accès au visage de l'autre quand on échange, c'est que au fond, c'est ce problème de l'anonymat dans les réseaux sociaux. C'est très facile de harceler quelqu'un, c'est très facile d'insulter quelqu'un, dans la mesure où d'une part, on est caché derrière son écran, et d'autre part, on n'a pas vraiment accès à l'autre. On a accès au profil de l'autre, peut-être à une photo de l'autre, à une photo de profil, mais on n'a pas accès à l'autre dans sa chair, dans son visage, et dans ce que Lévinas appellerait le caractère vulnérable du visage. Ce n'est pas exactement la même chose. Et
de mon point de vue, ce qui prouve cela, c'est que pas mal de chercheurs ont remarqué que dans les trend topics, ou dans les recherches des personnalités, on se focalisait souvent, ou les internautes se focalisaient souvent sur les moments violents. Hein, donc en cela, Internet favorise la recherche de violence ou la recherche de faits violents à propos des individus. Je vais prendre plusieurs exemples, mais vous voyez par exemple, le moment où il y a eu plus de recherches sur le rappeur Booba, c'est pas à propos de son œuvre, bien qu'elle soit hautement méritoire, mais c'est à propos de sa bagarre avec Caris à l'aéroport d'Orly. Ou autre exemple, si je prends le cas d'Alain Finkielkraut, hein, le penseur, le moment où on a fait le plus de recherches à son égard sur Internet, c'est lorsqu'il a été molesté par des gilets jaunes. Hein, ou encore Manuel Valls, hein, le moment où il a été le plus recherché sur Internet, c'est lorsqu'il a été giflé dans le cadre d'une visite en province. Et oui, tous ces exemples nous semblent montrer qu'en effet, les réseaux sociaux génèrent presque de manière intrinsèque, hein, une forme de violence ou de recherche de violence, et aussi une forme d'égotisme. Une forme d'égotisme, une forme de narcissisme. C'est un cliché, hein, c'est un conte aux ânes, mais je pense que c'est aussi vrai dans la mesure où le narcissisme ici et la violence rhétorique se tiennent bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos réponses. On retiendra que Camus est un homme en avance sur son temps. Et on va passer ensuite aux questions du public, si vous en avez. Vous pouvez lever la main et prendre la parole. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'avais une question justement sur votre réponse à la dernière question qui a été posée. Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner les mêmes arguments, utiliser les mêmes arguments que vous avez utilisés dans votre critique des réseaux sociaux pour les répliquer et les redonner dans la bouche de Platon des siècles auparavant qui critiquait l'apparition des livres. Et parce que justement, il y a les deux arguments, il y a la violence, parce que dans les livres, on recherche une certaine dramatisation des événements, et il y a aussi le problème de l'égoïsme, ou de l'ego, avec la signature de l'auteur. Est-ce que c'est simplement, ce serait simplement pour nuancer ou pour prendre une distance par rapport à cette critique et se dire que finalement, c'était pas forcément un problème, ou les livres ne sont pas forcément un problème, alors pourquoi les réseaux sociaux le seraient aujourd'hui? Alors, Parce qu'il y a les livres et le fait d'avoir découvert l'imprimerie qui donnait une diffusion beaucoup plus rapide aux idées. Parce que l'écrit a toujours existé, mais avec un support différent et un moyen de se reproduire qui était beaucoup plus lent. Alors, c'est une question très intéressante. Il me semble que chez Platon, c'est plutôt, en effet, ce qui est reproché au livre, c'est le fait qu'il évite l'exercice de la mémorisation. C'est-à-dire que quand vous apprenez quelque chose par cœur, vous assimilez vraiment les connaissances. Tandis que si vous avez un livre, le risque, c'est que vous rangiez dans une bibliothèque. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de livre, mais si vous avez un papier russe ou si vous avez un document écrit, le risque, c'est que, au fond, vous dispensiez de l'apprendre par cœur. Donc, au fond, ce dont Platon a peur, c'est l'absence de mémorisation qu'introduit l'écrit par rapport à la culture orale, qui est une culture de mémorisation, d'anamnèse. Et Platon est le philosophe du ressouvenir. Mais là où on peut rapprocher cela des réseaux sociaux, c'est qu'en effet, les réseaux sociaux, même Internet, généralement, ou même les médias, sont des véhicules de l'actualité. Or, l'actualité est ce qui ne permet pas précisément de penser le présent. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté à l'actualité, vous ne voyez que les mouvements de surface d'une époque, mais vous ne voyez pas les mouvements structurels qui vraiment trament et déterminent votre vie ou le monde dans lequel vous vivez. Donc au fond, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne permettent pas le silence, qu'ils ne permettent pas la durée, l'effort nécessaire qu'il y a pour penser son époque. Et c'est ce que Platon, semble-t-il aussi à tort, dans la mesure où aujourd'hui on ne viendrait pas à critiquer l'écrit, mais en tout cas l'idée est intéressante, c'est que l'écrit serait une solution de facilité par rapport à la culture orale. De la même façon, Internet, et à titre personnel, je ne suis pas du tout pour bannir Internet, et il y a des formidables usages qu'on peut faire d'Internet, mais un des dangers d'Internet, c'est en effet le fait de ne plus laisser sédimenter le sens à travers le temps. Or, c'est cette sédimentation temporelle du sens qui permet véritablement de penser.
Quelqu'un a une question? Bonsoir monsieur, donc merci beaucoup de votre présence et de cette conférence. J'aurais une question éventuellement au sujet d'une œuvre dont on n'a pas parlé ici, qui était le mythe de Sisyphe. Beaucoup de philosophes, d'écrivains y ont vu une métaphore de la condition humaine, dans ce qu'elle peut avoir de tragique, d'injuste, peut-être d'absurde. Alors je ne sais pas si c'était spécialement absurde au sens camusien, je ne connais pas assez Camus pour dire, mais il y a une phrase qui m'a intrigué là-dedans, malgré le poids que Sisyphe porte à devoir pousser son rocher au-dessus de la montagne, la dernière phrase du mythe de Sisyphe qui dit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et comment vous comprendriez ou expliquez cette phrase? Cette phrase apparaît évidemment et infiniment paradoxale dans la mesure où le sort de Sisyphe est incroyable. Sisyphe a été puni par les dieux, a été condamné à soulever indéfiniment un rocher qui indéfiniment retombe, dévale la pente. Il le soulève sur une montagne. Je crois que les pages avant cette citation permettent de comprendre cela. Il faut imaginer Sisyphe heureux. On en revient à l'imagination dont vous parliez tout à l'heure, Morgane, à savoir essayer de se mettre à la place en première personne de Sisyphe. Et au fond, dans les pages précédentes, Camus décrit la beauté du minéral, la beauté du rocher, la beauté de l'horizon, la beauté de la contemplation de Sisyphe une fois arrivé au sommet de la montagne. Donc il y a le fait de ressentir une passion du monde, de jouir de la contemplation de la nature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si Sisyphe a été puni, c'est parce qu'il s'est révolté contre les dieux. Donc il y a une capacité aussi, sinon d'orgueil, du moins de liberté ou de jouir de la liberté. Sisyphe peut se dire aussi, j'ai osé contester l'ordre social ou une forme d'injustice et j'ai osé m'élever contre ce qui me semblait injuste et j'ai pu exercer ma liberté à apposer un sens, même s'il n'a pas pu à Zeus et compagnie, j'ai pu apposer mon propre sens et faire de la vie ma vie. Et troisième point, il y a cette idée nietzschéenne au fond de la mort fati, c'est-à-dire de l'amour du destin, de la capacité à ne pas voir dans le monde, dans la nature, du fait qu'on puisse le contempler, une injustice, c'est-à-dire de savoir restituer au devenir, de savoir restituer au monde son innocence et de savoir séparer d'un côté les drames humains contre lesquels on peut soulever, de l'ordre du cosmos qu'on doit accepter, qui est tragique, qui est irrémédiable, mais qui peut être aussi la source d'une contemplation, à savoir celle de la beauté de la nature. Donc, il faut la comprendre, je crois, de manière égologique, c'est-à-dire par rapport à l'ego, par rapport à la subjectivité de l'homme, mais aussi de manière écologique, c'est-à-dire comme contemplation de la nature et du cosmos. Merci beaucoup. Si quelqu'un... Vous parlez du cosmos, et donc est-ce que Camus pense que le monde n'a pas de sens, ou alors s'il pense que l'homme est incapable de le comprendre, ce sens? Alors, il pense que le monde n'a pas de sens. En cela, Camus n'est pas grec au sens des platoniciens qui pensaient que le cosmos était un gros animal et qu'au fond, la Terre était au centre de l'univers et que le monde était mu par des dieux. Cependant, bien que le monde n'ait pas de sens, il n'en demeure pas moins beau. Vous savez cette phrase de Camus, le monde est beau et en dehors de lui, point de salut. C'est une paraphrase de l'Évangile. Le monde est beau et en dehors de lui, point de salut. D'accord, le monde est insensé, le monde est absurde, mais il n'est pas déjà absurde en soi. Il est absurde parce qu'il y a un rapport déraisonnable entre moi et le monde. C'est moi qui instaure un rapport absurde avec le monde, mais d'une part, il n'en demeure pas moins beau, et d'autre part, chez Camus, notamment dans Nos, si vous lisez Nos Antipasa, qui est le premier essai du recueil Nos qui paraît en 1938, il y a une expérience de fusion où Camus s'oublie lui-même et fusionne en quelque sorte avec la mer Méditerranée, avec les pierres, avec les plantes. Et donc il y a aussi le fait que la vie ne s'arrête pas à ma vie et qu'au fond, malgré ma mort et malgré nos morts respectives, il y a une forme de dilution de nos corps dans la nature. Et en cela, il y a une forme d'éternité ou de cycle perpétuel de la nature dans lequel on peut se confondre. C'est aussi
votre association s'appelle Le Jardin, hein, c'est aussi la thèse d'Épicure. Hein. Que disait Épicure? Épicure disait que la mort n'est rien pour nous, puisque comme nous sommes l'âme n'est pas là, et quand elle est là, nous ne sommes pas là. Et au fond, l'âme est matérielle. Il y a une forme de matérialisme chez Camus, et ce matérialisme-là fait que j'appartiens, de par même ma constitution biologique, et du fait même que mon corps prime sur mon âme, j'appartiens à la nature, et donc la nature est mienne. Concernant la beauté de la nature, Camus disait justement, enfin, il pensait justement que c'est la beauté du monde qui sauvait du suicide, c'est ça? Oui, absolument. Camus tire trois conséquences de l'absurde dans le mythe de Sisyphe. C'est à la fois la révolte dont on a déjà parlé, la liberté qui conditionne la révolte, mais aussi la passion. En effet, il insiste beaucoup sur la contemplation du monde et sur le fait que, pour Camus, il n'y a pas de raison de se suicider, ou il n'y a pas de raison de désespérer, dans la mesure où on accepte dans l'absurde, on voit dans cet absurde un motif de contemplation, de beauté. Et c'est aussi l'expérience qu'il fait en Algérie. Camus a vécu dans des conditions ô combien misérables, mais pourtant lui se refuse de qualifier ces conditions de misérables, dans la mesure où il considère que, c'est son expression, les plus grandes richesses lui ont été prodiguées par la plage, par le soleil et par la mer Méditerranée. D'autres questions? Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Alors moi j'ai une dernière question. Demoiselle, oui. En fait, j'ai juste pas compris la citation qui est juste là. C'est la seule que j'ai pas. Enfin, je sais pas si vous pouvez l'expliquer du coup, parce que moi j'ai pas du tout compris quand vous l'avez expliqué et tout. Alors, je me révolte, donc nous sommes, pour peut-être essayer de résumer et d'être encore plus clair, c'est au fond la question de savoir si on peut conjuguer un individualisme avec une pensée du collectif. Quand Camus écrit « Je me révolte, donc nous sommes », il se méfie au fond de ces pensées du collectif que sont le fascisme et le communisme, c'est-à-dire le totalitarisme. Comment penser un nous sommes, un nous, qui ne fasse pas l'économie de nos individualités respectives, un nous qui ne rime pas avec totalitarisme, un nous qui respecte votre liberté. Réponse camusienne. Pour penser le collectif, il faut toujours en revenir à sa propre subjectivité. Et c'est d'une part en expérimentant en soi la condition absurde qu'on peut entamer un mouvement de révolte et qu'on peut, en restant fidèle à ce caractère affectif, émotionnel, subjectif de la révolte, on peut l'imaginer, je reviens sur le verbe imaginer que vous avez employé tout à l'heure, dans les consciences des autres. Donc vous voyez, quand j'imagine ce que je vis dans les consciences des autres, j'en viens à une pluralité, nous sommes, mais une pluralité qui n'est pas une totalisation mortifère. Et c'est cela, au fond, qu'on trouve dans cette citation. C'est-à-dire un mouvement cartésien, je pense donc je suis, je me révolte donc nous sommes, mais qui n'est pas ce que Sartre dirait, à savoir je me révolte donc le prolétariat est. J'espère que c'est un peu plus clair. Ça, c'est plus clair, merci. Alors, j'ai une dernière petite question. Je vous en prie. Si vous deviez donner 3 conseils dans la lecture de Camus, ce serait quoi? Peut-être tout d'abord de rester fidèle à ce qu'il disait, à savoir que si on veut faire de la philosophie, il faut lire des romans. Et Camus disait dans une préface en 1955 à L'Envers et l'Endroit que toute son œuvre se concentre dans L'Envers et l'Endroit. Donc je vous conseillerais de commencer par L'Envers et l'Endroit parce que ce sont vraiment des courts récits, des images, je dirais, marquantes et succinctes de différents pans de sa vie. Et on explore à travers L'Envers et l'Endroit le caractère à la fois misérable de sa vie, de son enfance, mais en même temps jouissif. Et on comprend cette ambivalence qui l'a prémuni du ressentiment. La deuxième œuvre que je vous conseillerais d'étudier, ça serait
le premier homme. Pourquoi? Parce que le premier homme, c'est le récit autobiographique de Camus. C'est un récit malheureusement inachevé. On a retrouvé le manuscrit dans la voiture, dans la Facette des Gares, dans laquelle Camus est morte dans un terrible accident le 4 janvier 1960. Mais c'est un récit dans lequel il rend hommage, au fond, à cette enfance et à ce parcours d'homme qu'il a vécu, ce métier d'homme. Il a dit tout un milieu de faire son métier d'homme. Et puis, la troisième œuvre que je vous conseillerais, c'est L'étranger. Déjà parce que le premier homme est assez long, comme L'étranger est court, ce sera après le plat de résistance le dessert. Mais plus sérieusement, c'est aussi parce que c'est une résonance assez contemporaine. Donc déjà, c'est une résonance par rapport au parcours de Camus. Pourquoi? Parce que Camus, vous savez, s'est beaucoup engagé pour une solution fédérale pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a aussi une résonance entre le conflit algérien et le conflit entre l'arabe et de Meursault qui l'assassine sur la plage, mais aussi parce que ça permet aussi d'avoir un regard peut-être un peu plus contemporain ou un peu plus critique à l'égard de Camus. Il faut savoir aussi penser contre Camus. Je crois que la meilleure façon d'être fidèle à Camus, c'est aussi parfois de penser contre lui. Et je pense notamment que c'est à ce livre, à ce roman de Kamel Daoud qui s'intitule Meursault contre enquête, où au fond Kamel Daoud, un grand écrivain algérien actuel, a essayé de se demander au fond est-ce qu'il n'y avait pas des motifs un peu racistes derrière le meurtre par Meursault de l'arabe. Et donc je trouve que ce serait intéressant de relire, même si vous l'avez lu, si vous l'avez déjà lu, et je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà lu L'étranger, ce serait intéressant de le relire à l'aune, au fond, de cet inconscient qu'il peut y avoir chez Camus. On est tous prisonniers de notre époque, et je ne suis pas là pour juger Camus, je me permettrai pas de le faire, mais en tout cas, c'est intéressant de lire cette œuvre-là à l'aune d'enjeux plus contemporains. Avec un nouveau regard. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.